Qu'est-ce qui justifie alors la pénurie des carburants constatée? Le pays s'humilie même en allant acheter une vingtaine de camions-citernes au Cabinda. Pourtant, dans le même temps, ils ont voulu faire comprendre aux gens que c'était dû à la situation en Ukraine, c'est-à-dire le conflit en Ukraine. Voilà pourquoi il y a cette pénurie de carburant. Je vais et vous curieusement, expliquer. On va nous chercher du carburant au Cabinda, donc le pays voisin. Et donc, le Cabinda n'est pas frappé par cette situation de l'Ukraine. Je vais vous expliquer. Monsieur Lucien Ebata, le trader national attitré, avec sa société Orion, vend chaque année 1,2 million de tonnes de produits raffinés à la RDC. Allez sur le site de Orion Oil, vous verrez ça. Ce n'est pas moi qui ai mis ça là-bas. Le pétroleum appartient à M. Maurice Nguesso. AOGC appartient à M. Denis Sassou Nguesso et c'est géré par Gokana, Auguste, lui Marie, quelque chose comme ça. Et vous avez Continent qui appartient à Christelle Sassou Nguesso, mais géré par le Camerounais Yaya Moussa. J'en passe. Au bout du compte, le clan Denis Sassou Nguesso a fait main basse sur les ressources pétrolières du Congo. C'est ce que je semble comprendre. En tout cas, le circuit est fermé. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci d'être encore avec nous sur TLR TV pour suivre votre émission Droit de savoir. Likez, partagez pour améliorer nos performances de diffusion, question d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Vous pouvez également nous soutenir en envoyant les étoiles, question de garantir notre indépendance. Il y a 62 ans, le Congo-Brazzaville accédait à la souveraineté internationale. Mais qu'en est-il de son économie 62 ans après l'indépendance? Voilà ce à quoi va tenter de répondre notre invité, M. Alphonse Maboussou. Vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour et merci d'accepter cette interview. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. C'est toujours pour moi un réel plaisir de me retrouver sur votre plateau et d'édifier le peuple congolais sur les sujets multiples et variés de notre pays. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur TLR TV. Soyez les bienvenus, mais surtout ne manquez pas de vous abonner pour être prévenus de nos prochaines productions. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Alphonse Maboussou, le Congo vient de célébrer son 62e anniversaire d'indépendance. Que peut-on retenir concrètement de son économie 62 ans après l'indépendance? Les atouts, les faiblesses, mais bien avant, j'aurais bien souhaité que l'on fasse d'abord un petit rétrospectif d'abord sur l'économie congolaise. D'accord. Ne dit-on pas qu'on est jeune jusqu'à 77 ans? 62 ans d'indépendance, c'est comme un vieux jeune qui, malgré quelques bobos dus à l'usure de l'âge, poursuit son bonhomme de chemin. À l'image de Nelson Mandela qui avait intitulé son livre The Long Walk to Freedom, une longue page d'histoire de notre pays reste à écrire. Les historiens s'en chargeront. Après d'âpres négociations avec le colon, le courage de nos aînés qui, pour certains, ont dû abandonner leurs études supérieures outre-Atlantique pour prendre les commandes du pays et poser les jalons d'un Congo pour les Congolais et par les Congolais, et les dérives que nous constatons aujourd'hui, et enfin de voir naître un pays réellement prospère, le Congo écrit sa longue et tumultueuse page de l'histoire que je dirais. Alors donc, on peut d'abord comprendre quelles ont été les grandes périodes, les grands moments d'ailleurs de l'économie congolaise. Je peux me permettre de décrypter la situation économique du Congo de l'indépendance à nos jours en 4 étapes cruciales de la vie de notre nation. La première étape, je vais la situer entre les années 60 et les années 70. En ce temps-là, l'économie congolaise était florissante, soutenue par les revenus du bois
de l'agriculture, du commerce et des services, nous avons vu naître des usines qui sont sorties sous terre, comme la Sidolu, comme l'usine de Kintsundi, comme Sotesco Molato, comme pas mal de sociétés, Uilka, okay, qui fabriquait Uilka, et puis Falco Betou, avec les allumettes. Les sociétés, il y en avait, la verrerie du Congo. La méritocratie était la base même de sélection de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le Congo a pu vivre l'autosuffisance alimentaire. L'émulation scolaire, universitaire et professionnelle était le tremplin vers l'excellence. Avec quelques 200 milliards cumulés de budget au cours de cette décennie, le Congo a pu impulser son leadership en Afrique dans tous les domaines de l'industrialisation, l'éducation nationale avec 100% de taux d'alphabétisation, la culture et les arts, le déploiement de toutes les intelligences du pays sans exclusive. Le Congo était comme un hub pour l'Afrique centrale et nous en étions fiers. En 1964, le budget du Congo était de 7 milliards de francs CFA. Et on a vu naître en ce temps-là, l'INA Congo par exemple, des cendres de Air Congo, avec pour flotte 2 Douglas, c'est-à-dire un DC-3 et un DC-4, et un Fokker 27, et 2 petits avions légers, avec pour desserte Brazzaville, Forousé, Dolizy, Imfondo, Jacob, Makabana, Makwa, Moanda, Wesso et Pointe-Noire. Alors, est-ce qu'on peut maintenant parler de la période où il a commencé à avoir, comme qui dirait, une décadence de l'économie congolaise? Parce que là, évidemment, vous nous faites état d'une économie qui était déjà florissante, mais à quel moment l'économie congolaise a commencé à décroître en fait? L'économie congolaise a commencé à décroître au niveau de la troisième étape la deuxième étape que je vais préciser tout à l'heure, parce que j'avais encore quelques idées sur une petite parenthèse par exemple, sur ce qui se passe aujourd'hui. On peut dégager une parenthèse. Aujourd'hui, le budget de la fonction publique est de 379 milliards de francs CFA, soit 58 fois le budget du Congo en 1965. Vous voyez, avec 80 000 fonctionnaires en majorité fictifs et moins professionnels et moins bosseurs que la pépite d'antan. Aujourd'hui, si vous était demandé, M. Alphonse Mangoussou, de faire une petite comparaison, parce que vous dites qu'avant, on avait un budget soit de 7 milliards, l'économie florissante. Maintenant que l'économie pratiquement est en décadence, avec, vous avez dit d'ailleurs, un personnel moins, vous avez dit vous-même, moins compétent. Est-ce qu'on peut faire cette petite comparaison pour comprendre, voir au moment où on avait moins d'argent, on avait plus d'entreprises, c'est ce que j'ai semblé comprendre, et quand on a beaucoup d'argent, on n'a plus rien. Qu'est-ce qui peut illustrer cela? Ce qui illustre cela, c'est la découverte du pétrole. Nous avons abandonné les fondamentaux, c'est-à-dire le travail de la terre, le travail des services, le commerce, pour nous installer dans les bureaux. Et cela a entraîné l'obumétrie, c'est-à-dire l'oligarchie, la bureaucratie et toutes les déviances qui vont avec. Voyez-vous? Donc, je voudrais dire qu'en 2004, par exemple, l'État avait dépensé 25 milliards pour les préparatifs de la fête du 15 août à Pointe-Noire. L'équivalent de 4 fois le budget du Congo de 1964. La litanie des exemples ne saurait être élucidée tellement que le temps qui nous est imparti est limité. Au niveau de l'étape 2, c'est-à-dire de 70 à 90, c'est là où nous allons constater le déclin. Le seul point positif qu'on peut noter à ce niveau, c'est la Coupe d'Afrique des Nations que les Diables Rouges ont remportée à Yaoundé en 1972. Tous les Congolais en étaient fiers et très heureux. Qu'est-ce qui s'en est suivi après? Avec la découverte donc du pétrole dont je parlais tout à l'heure, la création du parti unique, c'est-à-dire le PCT,
le Congo est, en 1968, le Congo est entré de plein fouet dans une économie de rente. Les fondamentaux des années 60 ont été abandonnés pour le confort de la fonction publique et l'accès aux privilèges de l'État, au moins méritants. On a parlé des épurations depuis bien avant même les années 70, une épuration sélective de certains cadres qui gênaient la nouvelle équipe du Parti complet du travail qui arrivait. La concurrence était reléguée aux calendes grecques. Le parti unique d'État, le monde des réseaux et leur déviance ont précipité le pays vers le déclin. Toutes les usines ont fait faillite pour incompétence et mégestion des cadres experts rouges. La conception et l'expérimentation du socialisme scientifique, la promotion de la trilogie déterminante, c'est-à-dire les entreprises d'État étaient para-étatiques, les entreprises d'État et les entreprises para-étatiques étaient co-gérées par un représentant du parti qui avait tous les pleins pouvoirs, un représentant du syndicat qui le secondait et un représentant de l'administration qui était étouffé par les deux précédents. Le parti dirigeant l'État ont condamné donc le Congo à une faillite certaine. Le pouvoir était au bout du canon. Tu avances, je te pointe, je te suis, tu t'arrêtes, je te pointe, tu recules, je t'abats. Tout à l'heure, je parlais d'épuration, mais ça s'est accentué au cours de cette période. De certains cadres gênants ne se reconnaissant pas de cette dynamique. Au cours de ces 2 décennies, il y a eu boom pétrolier, 2 booms, c'est-à-dire l'exécution d'un programme triennal et d'un plan quinquennal. Résultat des courses, 3 000 milliards de dettes. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, au moment où on a des booms pétroliers, on a beaucoup d'argent et curieusement, on s'endette encore, on se retrouve avec 3 000 milliards de dettes. Mais tout à l'heure, quand vous avez expliqué le déclin d'abord de l'économie congolaise, vous êtes parti d'un principe où tout marchait avant, mais dès qu'on a découvert le pétrole, eh ben, on a semblé abandonner les autres secteurs pourtant très rentable pour l'économie congolaise. Est-ce qu'on peut parler d'un syndrome hollandais, c'est-à-dire comme il y avait du pétrole, ben écoutez, on a assez d'argent, pourquoi on va aller encore s'emmerder à cultiver ou à faire la pêche, etc. Si on avait laissé la gestion de ce pétrole au cadre de 1960, c'est sûr, ils auraient pu fleurir, comment dirais-je, la richesse congolaise. Mais malheureusement, comme je l'ai signifié tout à l'heure, il y a eu comme un plan de récupération du pouvoir par une caste d'incompétents qui ont utilisé des shortcuts, c'est-à-dire des raccourcis pour arriver à leur fin. J'en vois 2. Le premier raccourci, c'était l'armée, et le deuxième raccourci, c'était le parti ou le syndicat. Les 2 raccourcis sont encore, j'allais dire, d'actualité aujourd'hui. D'actualité aujourd'hui, puisque les gens courent vers la politique pour se faire les poches. Tout à fait. Voilà, tout à fait. ou à l'armée, parce que là-bas, on recrute facilement, et puis bon, voilà. Effectivement. C'est le seul secteur qui recrute encore. Effectivement, malheureusement, et nous constatons les dérives que nous constatons, on arrive à l'étape 3, c'est-à-dire de 91 à 97, où il y a eu expérimentation de la démocratie, il y a eu pardon et lavement des mains, il y a eu signature du contrat de partage de production de pétrole avec les sociétés pétrolières, il y a eu instauration d'une TVA à 18%, il y a eu toilettage des effectifs de la fonction publique et les salaires des fonctionnaires étaient ramenés à 12 milliards de francs CFA. Donc, il y a eu réduction du train de vie de l'État et surtout, il y a eu apurement de la dette de 3 000 milliards de francs CFA hérités des pouvoirs précédents. Donc, tout espoir de développement était permis. Lorsqu'on arrive à l'étape 4 de juin 1997 à nos jours, malheureusement, l'obumitrie se met en branle, c'est-à-dire l'oligarchie, la bureautique, les militaires et le tribalisme.
Tout Et cela, est-ce que, Monsieur Alphonse Baboussou, oui, est-ce qu'on peut penser que finalement, là aussi, la conférence nationale souveraine avait carrément échoué le fait d'avoir laissé les criminels économiques et les assassins, disons, les criminels, les crimes politiques, on en a parlé à la conférence nationale. Est-ce que le fait d'avoir laissé ces gens-là libres peut aujourd'hui, on peut considérer cela comme étant aussi une erreur grave de la conférence nationale, parce que ce sont les mêmes finalement qui sont revenus cette fois-ci par les armes et le chaos, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Monseigneur Kombo, paix à son âme, en tant que prélat, il ne pouvait pas autoriser que fût jugé Ah à oui, des peines de mort ou peine d'emprisonnement à perpétuité, pourquoi pas. le grand coupable du désordre congolais, qui avait d'ailleurs assumé tout le passé. Vous voyez? Mais on pouvait passer aussi Donc, par des peines d'inéligibilité de ces personnes-là. par exemple, mais vous savez, le pouvoir des armes que vous placez, que vous mettiez des peines d'inéligibilité ou pas, le professeur Pascal Lissouba, qui a hérité, donc, qui a été plébiscité par la population, par le peuple congolais par la suite, avait un cœur pas prêt à faire mal à autrui. Au contraire, on voulait rassembler, mais malheureusement, on avait compris la ruse. Nous avions vu comment s'est passée la passation de service. Les gens partaient avec tout ce qu'il y avait à la présidence de la République, alors qu'ils avaient laissé le pouvoir. Ils avaient vidé les cases militaires avec les véhicules, avec les armes, avec tout. Voyez-vous? Donc, on est en train de parler de l'économie. Revenons à l'économie. Évidemment, on va donc rester Donc, sur l'économie, mais j'ai une question intermédiaire à vous poser. Est-ce que ouais. vous ne pensez pas que l'économie congolaise soit également victime du système éducatif congolais, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte l'entrepreneuriat, par exemple, parce que nous sommes restés dans ce système où on doit former les jeunes ou les cadres qui vont se terrer dans les bureaux de la fonction publique, parce qu'au Congo-Brazzaville, finalement, tout le monde rêve la fonction publique. Il faut cibler les corps de métier liés à la réalité congolaise. Donc, il faut une refonte pure et simple du système éducatif congolais, effectivement. Mais malheureusement, ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui, leur vision ne leur permet pas de faire en sorte que le Congolais ou le jeune Congolais puisse accéder à l'emploi. Parce que 80% des jeunes sont dans le secteur informel. C'est comme si c'est fait à dessein. Vous voyez? Et c'est beaucoup d'argent qui échappe comme ça à l'État. Et malheureusement. Donc, oui, parce que l'assiette fiscale de tout le secteur informel n'est pas prise en compte. Voyez-vous? La parentocratie, c'est-à-dire la promotion des cadres par la seule appartenance au parti unique, les pratiques du clientélisme, des déviances de toutes sortes, du népotisme, de la concussion, comment on appelle, de la partitocratie, c'est-à-dire la promotion des cadres par la seule appartenance au parti unique, les pratiques du clientélisme, des déviances et de toutes sortes de népotisme, de concussion et de parentocratie, et j'ajouterais même de gérontocratie, parce qu'aujourd'hui, on a décalé l'âge de départ à la retraite, ce qui freine tous les jeunes qui sont prompts, disposés à prendre les postes qu'occupe cette racaille. Tout cela voilà, cause du tort au pays. Oui, qui ont déjà pratiquement 5 ans, 10 ans au chômage. Oui. Et voilà, des jeunes sans emploi, mais aussi des chômeurs. Parce que généralement, il y a une confusion chez nous lorsqu'on parle des chômeurs. On y met également ceux qui n'ont jamais connu le marché de l'emploi, c'est-à-dire qui n'ont jamais exercé. Alors que le chômage chez les autres, c'est ceux qui ont connu le travail, donc qui ont travaillé et qui finalement ont perdu l'emploi. Effectivement. Voilà. Chez nous, ce n'est même pas des chômeurs, effectivement, parce qu'ils n'ont jamais travaillé. À 60 ans, ils sont encore ils partagent le même foyer que les parents, avec leur épouse, leurs enfants et tout. Ils veulent même que papa aille vite pour qu'ils héritent. Vous voyez comment on a détourné même
la façon de penser des gens. Donc, tout cela cause du tort au pays qui en paye un lourd tribut. La politique du patronage par affinité ethnique au réseau et à la promotion canapé au détriment de la méritocratie s'est imposée en mode de gouvernement. Tous les ministères régaliens, hein, j'en citerai quelques-uns, et les postes stratégiques sont entre les mains de la famille, du clan, des amis. Vous avez les finances, la Banque centrale, le Trésor, les douanes, les impôts, la CCA, la Caisse congolaise d'amortissement, la Banque postale, la Banque sino-congolaise pour l'habitat, la BGFIBank, l'économie, le ministère de l'économie, le ministère du plan, les marchés publics, le port autonome, le Pointe-Noire, toute la hiérarchie militaire, la sécurité et de police, le ministère de la Justice, la coopération internationale, les affaires étrangères, les mines, les hydrocarbures, la Société nationale des pétroles et ses filiales, les sociétés pétrolières des nationaux, notamment Iforet, AOGC, Petro-Congo, Continent, le J'aurais bien CFCO, voulu la que vous nous Socotram. rappeliez un peu les propriétaires, les promoteurs de ces entreprises-là, de ces sociétés. C'est toujours bien que les Congolais le sachent. Petroleum appartient à M. Maurice Nguesso. AOGC appartient à M. Denis Sassou Nguesso et c'est géré par Gokana, Auguste, lui Marie, quelque chose comme ça. Et vous avez Continent qui appartient à Christelle Sassou Nguesso, mais géré par le Camerounais Yaya Moussa. J'en passe. Au bout du compte, le clan Denis Sassou Nguesso a fait main basse sur les ressources pétrolières du Congo. C'est ce que je semble comprendre. En tout cas, le circuit est fermé. Le circuit est fermé. Il y avait une petite ouverture sur les sociétés locales, notamment dans le cas du local content, c'est-à-dire le contenu local. Et ils se sont taillés la part belle en s'attribuant donc, comme ils ont l'argent, ils se sont attribués donc, ils ont ponctionné dans les attributs de la SNPC pour se donner 7%, 3% des parts dans les champs marginaux. Okay. Alors, monsieur Alphonse Maboussou, merci. Oui. Nous allons revenir sur un aspect que je trouve moi très important parce que je sais que un peu plus de 2/3 des recettes plutôt budgétaires de l'État congolais proviennent de l'exploitation du pétrole. Oui. Il s'est trouvé que dans les années, sous l'ère d'Issouba, si vous le dites comme ça, le gouvernement a réussi à négocier ou à arracher ce qu'on appelle le contrat de partage de production. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus pour comprendre le contexte? Qu'est-ce qui avait conduit ce gouvernement à chercher à revoir les accords, bien entendu, jusqu'à arracher le contrat de partage de production? Et après, comment devrait fonctionner ce contrat? C'est un long sujet qui peut faire l'objet de toute une émission. Mais bon, je peux d'emblée dire que nous sommes partis des contrats de concession vers les contrats de partage de production. Les contrats de concession notifiaient que la part qui revenait, les sociétés qui exploitaient le pétrole chez nous, c'est comme s'ils achetaient le bloc, où était découvert donc le pétrole. Ils en assuraient donc la commercialisation. À nous de vérifier leur comptabilité pour qu'ils payaient l'impôt derrière. Et l'État, malheureusement, avec les gouvernements d'avant, des facilités de décaissement d'argent étaient garanties. Sauf que lorsque Dissouba arrive, il n'a pas eu les mêmes facilités et il s'est trouvé dos au mur et il fallait réfléchir sur comment faire pour gagner de l'argent, trouver de l'argent et faire avancer le pays. Voilà pourquoi nous sommes allés vers les contrats de partage de production qui stipulent que des 17% qui revenaient à l'État hier, il fallait qu'on arrive au moins à 33% parce que la ressource appartient au pays, le pays doit en tirer le minimum de profit. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que après 20 ans, 30 ans de production, lorsque le déclin de la production initiait, l'État propriétaire pouvait donc récupérer le champ marginal. En ce moment-là, on basculait
les pourcentages de 80 à 20, c'est-à-dire que le Congo pouvait arriver jusqu'à 80% de part dans ces champs et 20 qui devaient revenir aux sociétés qui étaient auparavant opératrices. Voyez-vous? Donc, ça a permis au Congo de renflouer suffisamment d'argent pour pouvoir effectivement... Et en plus, il y a une disposition qui est très importante. Hier encore, dans les parts du Congo, c'est Total, c'est elle qui vendait en fait le pétrole. Mais aujourd'hui, le pays est disposé à faire bon usage de sa part de brut. C'est ça qui est une très, très bonne chose parce que nous verrons un peu plus tard le scandale des traders et tout, et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que les gens ont bénéficié du legs laissé par les autres. Et puis, au lieu de conserver ou de mieux gérer ce bijou, ben, ils en ont fait leur patrimoine et le pays en perd le prix. Je vous cite un exemple. Le commissaire général des comptes publics et même le commissaire aux comptes venant pourtant des cabinets d'expertise comptable de renommée internationale chargés d'auditer les comptes publics, par exemple, celui d'Ernst Young, il est membre de la famille. Il est expert comptable, mais il est membre de la famille. Il y a là un conflit d'intérêts. Vous comprenez? Donc, c'est lui qui certifie les comptes publics, les comptes de la SNPC, les comptes de toutes les sociétés. Et, résultat des courses, il s'est retrouvé ministre délégué chargé du budget et de la comptabilité publique, quelque chose comme ça. Monsieur Ngatsé. Vous voyez, donc une forme c'est très complexe. De corruption, en fait. Voilà. L'éducation, la santé, le travail, le développement du pays sont des sujets restés comme un leurre. L'étalage des éléphants blancs sur l'ensemble du territoire présente le tableau d'un pays en ruine. Le remboursement des dettes des contrats léonins signés avec les partenaires au développement se remboursent à la source par des cargaisons de pétrole. Alors, Monsieur Alphonse Maboussou, je vous ai entendu parler des éléphants blancs. Hein. Oui. Il y en a beaucoup d'ailleurs au Congo-Brazzaville, alors qu'il y a des budgets qui avaient été, je crois, engagés, sinon dégagés pour ces travaux-là. Et jusqu'aujourd'hui, finalement, ces travaux n'ont jamais été achevés. Je veux comprendre avec vous, on va faire une petite évaluation. Oui. De la période où le Congo a finalement arraché les contrats ou le contrat de partage de production à maintenant là. Combien d'argent estimez-vous que le Congo aurait engrangé pour son pétrole? Avant d'en arriver là, permettez-moi de vous présenter le tableau des éléphants blancs. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie les éléphants blancs, en fait, pour mieux comprendre ce qui va suivre? Je vous en prie. Voilà, vous avez les infrastructures surfacturées qui ont été construites par les Chinois, sur des contrats de gré à gré. Aujourd'hui, l'ardoise se trouve autour de 1200 milliards de francs CFA. Vous avez des montages financiers douteux avec les traders. Vous avez Trafigura, Glencore et Orion. Les trois engrangent une dette, que le Congo engrange une dette vis-à-vis de ces traders de 800 milliards de francs CFA. Vous avez Petrobras de José Viega, à qui on a donné le marché de gré à gré de construction de 1200 forages de puits d'eau fantômes qui ont été surfacturés à 193 milliards. Lui, il a enrichi tout le pouvoir, notamment les Ondongo qui se sont retrouvés avec un parc immobilier important au Portugal, les Denis Christelle Sassou Nguesso avec son appartement de Miami, dont le contentieux est soldé à coût de millions de dollars avec le gouvernement de l'État de Floride, et Claudia Lembumba Sassou Nguesso avec son luxueux appartement de la Trump Tower à New York. Un déficit abyssal dans les sociétés où l'État est actionnaire. La SNPC, le CFCO, l'électricité, l'énergie électrique du Congo, la société d'eau, etc. Vous avez aussi la centrale électrique du Congo, c'est-à-dire que tout le gaz qui provient des puits va être transformé en électricité en partie. Et l'autre partie va être utilisée comme gaz pour les ménages. Pour les ménages. Donc,
Un contrat de gré à gré de 832 millions, c'est ça le solde aujourd'hui, a été signé entre le gouvernement congolais et la société Eni, de M. Descalzi. M. Descalzi est ami personnel de M. Sassou Nguesso et sa femme est congolaise. Elle s'appelle Madame Ingoba, Marie Magdalena. Vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Autre partie de la dette, c'est plus de 600 milliards de dettes intérieures, des salaires, des pensions de retraite et des bourses non payées des années écoulées que l'État essaye de solder au fur et à mesure de sa santé financière. Et vous avez plus de 700 milliards de dettes intérieures fictives pour la plupart des sociétés privées appartenant aux dignitaires, à leurs familles et aux amis qui ont en majorité fait faillite et qui avaient accompagné les municipalisations accélérées et les autres, et qui ont laissé des éléphants blancs. Vous comprenez? Donc, oui, mais moi, je veux savoir aussi, dans le même sens, pardon, on va évoluer, M. Alphonse Maboussou. Disons, sur le tableau que vous venez là de peindre, je vais ajouter donc les bourses qui ne sont pas payées, les étudiants, 3-4 ans sans bourse. Nous avons les retraités qui cumulent aujourd'hui pratiquement 48 mois d'arriérés de pension, les salaires qui tombent, mais vraiment à compte-gouttes, comme on l'a dit. Mais pourtant, dans le même temps, le Congo a bien vendu son pétrole. On nous a même parlé des excédents budgétaires. Où est donc passé tout cet argent? Aujourd'hui, avec la bonne santé financière du Congo, tenant compte de la crise ukrainienne, les pensions de retraite sont payées à temps. On essaie de payer encore un mois. Oui, on paye les pensions, oui, monsieur Alphonse Maboussou, parce que là, il y a une nuance à faire. On paye les pensions, mais on ne paye pas régulièrement les arriérés de pension. C'est quand même 48 mois. Oui, ils sont en train de les rattraper autant que faire se peut. Je ne leur prends pas, je ne fais pas l'avocat, mais bon, je constate que de temps en temps, ils payent un mois. Évidemment, moi, en fait, si je vous ai posé cette question, M. Alphonse Maboussou, je ne sais pas si vous m'avez compris, c'est de chercher à comprendre où est passé l'argent que l'on devrait payer à ces retraités. J'en arrivais. Résultat des courses, 8 500 milliards de dettes. 8 500 milliards de dettes, c'est ce que vous et nous avons. Chaque Congolais doit payer cette dette-là. L'opulence et l'arrogance des dignitaires, dont les comptes, à contrario, les comptes offshore, c'est-à-dire les Panama et les Pandora, débordent de devises et laissent à désirer. Vous avez plus de 100 000 milliards de francs CFA planqués dans les paradis fiscaux. Si vous prenez lui-même, tout son staff, tous ceux qui sont avec lui, il cumule la somme de 100 000 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, le peuple souverain croupit, lui, dans la misère. Cette période, long chemin de croix pour le peuple congolais, signe le glas de nombreux... Bon, bref, je voudrais simplement dire que le peuple paye le lourd tribut par rapport à toute cette souffrance. Vous voyez? Maintenant, pour revenir sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure, oui. De 2000 à 2022, voilà, l'État congolais a engrangé 46 100 milliards de francs CFA de budget. Vous prenez le budget de 2001, vous ajoutez à celui de 2002, de 2003 jusqu'à 2022, ça fait 46 100 milliards de francs CFA. 46 100 milliards. 46 100 milliards de francs CFA. Vous ajoutez à cela les 14 000 milliards des générations futures, ça fait la bagatelle somme de 60 100 milliards de francs CFA nécessaires, suffisamment nécessaires pour que les Congolais consomment local, qu'ils aient tous du travail, qu'ils se soignent et qu'ils soient éduqués, qu'ils soient transportés, et sans exclusive. Mais malheureusement, tout cet argent n'a pas vu finalement. Oui. J'étais en train de dire tout cet argent. Vous parlez de 60 100 milliards que le Congo aurait engrangé.
Oui, dans Mais le budget. curieusement, sur le terrain, on ne voit rien et Il n'y a la rien, il n'y a population rien. continue à croupir dans la Eh misère. oui, oui. Comme je l'ai toujours dit, la population congolaise tire finalement le diable par la Par queue. là que, Et tout à fait. les infrastructures routières, hospitalières et autres, tout ça, lorsqu'on essaie de vérifier, finalement, ce sont des infrastructures qui ont été construites avec les prêts chinois. Donc, on est allé prendre l'argent chez les Chinois ou bien on est allé prendre des prêts chez les Chinois pour construire ces infrastructures. Alors, où est donc passée cette manne? Ça se trouve dans les Où est Panama et passé les tout cet Pandora. argent? Vous avez tout compris. Ça équivaut aux 100 000 milliards de francs CFA qui se retrouvent dans les Panama et les Pandora Papers. Malheureusement. Un vrai scandale alors. Et voilà. En 2022, aujourd'hui, le Congo vit un troisième boom pétrolier sous Sassou Nguesso qui gère le pays avec une seule et unique vision. Après lui, sa famille ou le déluge. Les pseudo-élections qui viennent de passer, avait-on besoin de les organiser? Organiser une telle mascarade avec l'argent public? C'est toute la question qu'on se pose. La marche inexorable vers la destruction totale des valeurs, du charme de nos villes, de nos richesses et du citoyen congolais digne se poursuit avec le règne pathétique de cet illustre fantoche. Les sociétés traitées par l'État sont toutes moribondes, avec la SNPC qui culmine à plus de 1900 milliards de francs CFA de dette. À l'image d'Hydro-Congo, elle sera purement et simplement liquidée car n'ayant pas atteint les objectifs escomptés. Comprenez une chose, lorsque l'Issouba est démis, ces gens-là ont trouvé sur sa table le projet de création de la nouvelle société pétrolière, avec tous les statuts et tout ce qui s'en suivait. Mais malheureusement, et nous nous retrouvons à la case départ, comme à l'époque d'Hydro-Congo aujourd'hui. Alors donc, je reviens là-dessus. Malgré tout cet argent qu'engrange le Congo par son pétrole, il manque l'eau potable aux Congolais, l'électricité n'est pas bonne, ce sont finalement les délestages à répétition. Et à cela s'ajoutent les pénuries du carburant. Pénurie à répétition d'ailleurs, récurrente du carburant au Congo-Brazzaville. Comment expliquer cela pour un pays qui produit du pétrole, troisième d'ailleurs en Afrique subsaharienne, avec tous les chiffres que vous venez de nous donner, qu'on se retrouve finalement dans ces pénuries à répétition, alors que nous avons une raffinerie, nous avons la société dont vous venez de faire état, la SNPC. Comment expliquer cela? La crise du carburant, parlons-en. La Société nationale des pétroles du Congo avait été créée pour représenter l'État dans la valorisation des bassins sédimentaires congolais, pour stocker et commercialiser la ressource, donc le brut et ses dérivés, pour créer un cadre propice à la formation du personnel congolais et contribuer à la constitution d'un pôle de compétences congolais dans le secteur des industries ou de l'industrie pétrolière. Elle a sous sa tutelle la raffinerie, la CORAF, la société SLOG qui assure donc le stockage de ce qui provient de la raffinerie, la société ILOGS qui assure la logistique à l'intérieur du port pour les sociétés pétrolières qui vont sur les plateformes. Vous avez la SPF, c'est-à-dire la société des forages pétroliers, qui assure les forages des puits. Vous avez la SONAREB qui s'occupe de la recherche et la production. Vous avez la SNPCD, c'est-à-dire la distribution, qui est au même niveau que X-Oil, Afrique, Puma et Total, et Total Énergie, distribution. Vous avez la SCP, c'est-à-dire la construction et la gestion des pipelines. Vous avez la Soco Gaz qui transforme et commercialise le gaz. Vous avez la SNAT qui assure la distribution des produits pétroliers, donc le transport. Et vous avez la SNPC Trading qui assure la commercialisation du brut.
Ce qui sous-entend que la SNPC devrait produire, tout au moins pour ce qui est sa relation avec la raffinerie, le brut nécessaire permettant à la raffinerie de raffiner le pétrole brut en produits pétroliers finis. Or, j'ai dit tout à l'heure, entre autres attributions, il y avait la formation des cadres. La SNPC, en 25 ans ou 30 ans d'existence, ne produit que 800 barils jour sur les 360 000 que produit le Congo aujourd'hui. Combien de géoscientistes la SNPC a-t-elle formés? Ils ont 350 travailleurs. Combien de géoscientistes il y a là-bas? Il y a moins de 10. Vous pouvez comprendre. Sa production annuelle n'est que de 3 millions de barils lorsqu'on ajoute les parts dans les blocs où la société est partenaire pour le compte de l'État. Donc, ça fait 3 millions. Or, la raffinerie a besoin d'un peu plus de 6 millions de barils par an pour couvrir les besoins du pays. Pourquoi avoir la CORA sous la tutelle de la SNPC si cette SNPC n'est pas en mesure de fournir les 6 millions de barils nécessaires pour son déploiement? Voilà une question. Une deuxième. Oui, mais est-ce que dans la part du pétrole, puisque désormais le Congo doit gérer sa part du brut, dans la part du pétrole du Congo, ça fait combien de barils pour qu'on n'arrive pas à fournir la raffinerie? Le Congo, il revient au Congo 24 millions de barils par mois, par an. 24 millions de barils par an. Si vous prenez tout ce que j'ai cité plus haut, c'est-à-dire les prélèvements des quantités de la Chine, des traders et des autres, il revient au Congo entre 18 millions ou quelque chose, ou 21 millions, quelque chose comme ça. Oui, mais qu'est-ce qui explique qu'on ne peut pas fournir 6 millions de barils? J'en arrivais, c'est-à-dire que ces 6 millions, l'État est obligé de les prendre dans son profit oil. Donc, votre question venait à point nommé. Donc, l'État met à la disposition donc de la raffinerie les 6 millions de barils qui correspondent à 194,6 milliards de francs CFA. Donc, à la raffinerie de transformer ces 194 milliards en argent et retrocéder à l'État la part qui lui revient. Mais en 2019, la raffinerie n'a versé à l'État que 3,5 milliards de francs CFA pour l'exploitation des 194,6 milliards de bruts qui lui avaient été mis à disposition. Vous pouvez comprendre le creuset, les différents problèmes que nous avons avec la gestion de ces bandits. Je n'ai pas bien compris à ce niveau. Si vous pouvez reprendre, pardonnez-moi, monsieur Alphonse Maboussou, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Vous avez dit… Tout à fait. On est dans les chiffres, je vais essayer. Que l'État fournit l'État dans sa part de pétrole, c'est-à-dire dans ces 18 millions de barils ou entre 18 et 21 millions, lorsqu'on a enlevé le brut des Chinois, des traders et des autres, prend 6 millions de barils et donne à la SNPC qui transmet à la raffinerie pour transformer donc ce pétrole-là en produit fini. Voilà. D'accord? Maintenant, les 6 millions de barils correspondent à 194 milliards, 6 milliards de francs CFA. Malheureusement, en 2019, la raffinerie n'a retrocédé à l'État que 3,5 milliards. Vous comprenez? Donc, la différence est passée où? Vous avez les Panama et les Pandora. Hein, ça peut se justifier, ça peut s'expliquer. N'oubliez pas que M. Denis Christel Sassou Nguesso a été pendant longtemps directeur général adjoint de Laval Pétrolier et sous sa gouverne, il a géré la raffinerie. Il a mis ses amis à la raffinerie et où il y a eu des contrats de gré à gré avec les fournisseurs et la mauvaise gestion et aussi l'incompétence dans la gestion de cette raffinerie. Et nous constatons ce que nous constatons aujourd'hui. Oui, mais au-delà de tout, M. Alphonse Maboussou, qu'est-ce qui peut justifier les pénuries actuelles? Mais la raffinerie est en maintenance. Est-ce pour autant que les unités de stockage de SLOG le sont aussi? La raffinerie peut être en maintenance, je peux comprendre. Mais est-ce pour autant que tout ce qui est sorti de la raffinerie est parti à SLOG pour être stocké? Ça aussi, c'est en maintenance pour que l'on ne soit pas en mesure de mettre à la disposition du peuple ou de la population ce dont elle a besoin.
Le directeur général adjoint chargé de l'aval pétrolier a entre autres mission d'assurer et de gérer les stocks stratégiques et les stocks de sécurité du pays en produits pétroliers. Qu'est-ce qui justifie alors la pénurie des carburants constatée? Le pays s'humilie même en allant acheter une vingtaine de camions-citernes au Cabinda. Pourtant, dans le même temps, ils ont voulu faire comprendre aux gens que c'était dû à la situation en Ukraine, c'est-à-dire le conflit en Ukraine. Voilà pourquoi il y a cette pénurie de carburant. Je vais et vous curieusement, expliquer. On va nous chercher du carburant au Cabinda, donc le pays voisin. Et donc, le Cabinda n'est pas frappé par cette situation de l'Ukraine. Je vais vous expliquer. Monsieur Lucien Ebata, le trader national attitré, avec sa société Orion, vend chaque année 1,2 million de tonnes de produits raffinés à la RDC. Allez sur le site de Orion Oil, vous verrez ça. Ce n'est pas moi qui ai mis ça là. Vous comprenez? Et ils s'en vantent, puisqu'ils ont mis ça dans leur site. Non. Mais moi, je pense que la raffinerie a pour vocation d'assurer tout ce qui est énergie et produits finis à la République populaire, que je dis à la République du Congo. Et là, vous nous dites que Lucien Ebata vend plutôt en RDC ses produits, c'est ça? Le lapsus lingué que vous avez eu tout à l'heure, vous avez parlé de République populaire du Congo. Il n'y a que Dibakou. Dibakou, non? C'est pas le fait du hasard. J'en ris, mais ça fait mal. Ce n'est pas le fait du hasard parce qu'on est revenu à la République populaire du Congo et toutes les pratiques que nous avions connues à cette époque. Vous comprenez? Donc, M. Ebata, Lucien, il prend 1,2 million de tonnes de produits finis qu'il va vendre en priorité à la RDC. Et les Congolais se retrouvent en crise parce que les stocks de sécurité dont on parle, mais c'est que 6 jours de stock de sécurité pour tout un État. Vous ne comprenez pas que nous avons affaire à des amateurs? Je vais m'amuser à vous présenter la chaîne de décision dans la mise à disposition du produit fini au client en me limitant à l'aval pétrolier. Au numéro 1, vous avez lui-même le président de la République. Au numéro 2, son conseiller aux hydrocarbures, M. Auguste Louis-Marie Gokana, qui est aussi PDG d'AOGC et d'Afrique. Il est donc dans l'amont pétrolier, il est dans l'aval pétrolier. Donc, il a le brut et il a aussi les produits finis. Vous avez le ministre, le premier ministre. Vous avez son conseiller aux hydrocarbures, M. Ikama, qui est aussi dans le directoire de la SNPC et qui perçoit 17 500 000 d'émoluments parce qu'il est au direct chaque mois, parce qu'il est au directoire. Vous avez le ministre des Finances, Andélie Rigobert. Vous avez son conseiller à l'environnement, qui traite aussi des questions pétrolières. Vous avez le ministre de tutelle chargé des hydrocarbures, Bruno Ito. Vous avez son conseiller à l'aval. Vous avez le directeur général des hydrocarbures. Vous avez le directeur général chargé de la régulation et du contrôle des prix. Vous avez le directeur général, président de la SNPC, M. Raoul Ominga, qui lui perçoit 80 millions de francs CFA de salaire par mois. Suivant la grille salariale. Donc, près de 100 millions de francs CFA de salaire par mois. Si vous ajoutez seulement 20 millions au-dessus, ça fait 100 millions. Voilà. Suivant la grille salariale de 2017. Vous avez son conseiller à l'aval pétrolier et les autres conseillers qui chacun perçoit 21 millions de salaire. Vous avez le directeur adjoint chargé de l'aval à la SNPC qui perçoit, lui, 48 millions de salaire, là où était Christelle Sassou Nguesso. Il a 2 homologues, l'un de l'amont et l'autre chargé des finances et de la comptabilité, qui ont aussi 48 millions de salaire. Vous avez le directeur général de la raffinerie et des autres filiales, c'est-à-dire ILOGS, CELOG, SNAT, SNPCD, SONAREP, SFP, j'en oublie, qui chacun perçoit aussi 34 millions de francs CFA de salaire. Oui, mais tout ça pour mais je suis en train de vous présenter comment on appelle, toutes les personnes ressources qui donnent leur sur le circuit de décision de l'autre là. Donc, je suis à la 15e personne, c'est-à-dire le trader national Ebata.
qui vont en priorité, donc les 1,2 million de tonnes au Zaïre. Vous avez la 16e personne qui est le DG maintenant de SLO qui, une fois que le pétrole est raffiné, ça arrive chez lui, il le stocke, il a 3 sites. Un site au port de Pointe-Noire, un autre site à Brazzaville et un 3e site à Oyo. Ensuite, vous avez à la 17e position le DG de la SNAT, parce que pour que ça puisse arriver à Brazzaville, il faut que ça soit transporté. Donc, le DG de la SNAT a 34 millions de francs CFA de salaire. On ne pouvait pas vraiment privatiser, ne serait-ce que le transport de ce pétrole d'un point A vers un point B. Oui, mais voilà pourquoi moi je vous pose la question, pour quel rendement finalement dans l'économie congolaise? Bien sûr, c'est pas fini, c'est pas fini. Vous avez au 18, le DG de la SNPCD qui s'appelle M. Teddy Christel Sassou Nguesso, qui perçoit aussi 34 millions de salaire. Il est marketeur. C'est pas Denis, mais c'est Teddy, T-E-T comme Thomas, E-D-I. Il est marketeur, donc au même niveau que Total qui a des stations-service, quoi encore, Afrique qui a des stations-service, Puma, et puis X-Oil. N'oublions pas que Puma et X-Oil, c'est toujours eux. J'en oublie. Certainement que j'en oublie. Donc, vous avez au moins 18 personnes comme ça qui sont sur le circuit de décision. Mais vous ne voyez pas que le Congo est mal géré? Et tous apparemment font partie d'un clan. Mais oui, tous font partie d'un clan et à eux seuls, ça représente 1 milliard de francs CFA de salaire par mois. Pour une entreprise qui est déjà en faillite et qui a 1900 milliards de dettes qu'elle n'arrive pas à éponger. Je vous signale que la SNPC est régie par la Convention collective des hydrocarbures. Et nulle part dans cette convention, il est question d'émoluments aussi faramineux. Donc, le pillage à huis clos est réel et organisé en territoire des mafieux. N'est-ce pas que Total, Eni et les autres sociétés opératrices et leurs partenaires programment et exécutent bien et sans bruit les arrêts pour maintenance de leurs plateformes pétrolières au large en mer là-bas, là où il y a les plateformes. Ces plateformes sont maintenues à un moment donné. Donc, on fait les arrêts de ces plateformes pour assurer la maintenance. Vous avez déjà appris que le Congo n'a pas pu vendre son brut parce qu'on a fait des arrêts. C'est parce que le pétrole va à Ngeno, il est stocké par les Blancs et bien géré par les Blancs. Le Congo peut prendre sa part et aller vendre ses cargaisons comme il veut, mais les Blancs nous les gèrent convenablement. On n'est pas en mesure de le faire. Je ne dis pas on. Eux, ils ne sont pas. Parce que moi, si on me met aux commandes, je mets l'orthodoxie et tout le monde au pas. Monsieur Alphonse Maboussou, que dites-vous de ceux qui pensent que finalement la SNPC fonctionne comme ELF, c'est-à-dire c'est le bras armé et financier du système au pouvoir? Parce qu'on ne peut pas comprendre que tout cet argent engrangé pour le pétrole congolais et ne serve mais pratiquement pas aux Congolais, parce que les Congolais, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, croupissent dans une misère indestructible. Où passe tout cet argent? Ça ne sert qu'à la corruption, oui, c'est ça. à l'achat des armes. Vous pouvez comprendre que toute la haute mafia est organisée par l'intermédiaire de cette entreprise. Lorsque on ne peut pas le faire avec cette entreprise, on se cache derrière les autres entreprises qu'on a créées appartenant apparemment, enfin, étant des entreprises du secteur privé qu'on a intégrées dans la gestion du pétrole, comme pour arriver à ces mêmes fins. Vous comprenez? Donc, c'est la haute mafia qui est organisée là-dedans. Et on ne peut en aucun cas céder le pouvoir. Quitte à tricher les élections, quitte à tuer tous ceux qui les emmerdent, pour qu'ils aient un blanc-seing sur leur gestion et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. L'Assemblée, le Parlement baise. Tout passe comme une lettre morte. Vous voyez, ils ont validé même la gérontocratie. Ils l'ont validé. Donc, les gens vont arriver là-bas avec des cannes. Déjà, auparavant, ils ont traficoté les dates de naissance et la loi va imposer aux gens d'arriver jusqu'à la date
de la retraite, à l'âge de la retraite, mais ils ne vont pas arriver. Et c'est l'État qui va les soigner en restant chez eux parce que, encore à la charge de l'État. Ça, c'est encore des goulots d'étranglement. En 25 ans de règne, ils n'ont pas pu penser à construire des infrastructures de stockage de 6 mois de produits raffinés. Et ils veulent se hasarder à gérer le terminal pétrolier de Ngeno. Ils en seront capables, mais tout point va brûler par leur façon de gérer. La société Saris en Caï, voilà un exemple simple. Ils sont dans le sucre. Dans une année, vous avez 2 saisons au Congo. La saison sèche, la saison de pluie. Pendant la saison sèche, il ne pleut pas. Donc, on profite de planter la canne à sucre et on profite aussi d'assurer la maintenance de l'usine. Donc, toute l'usine est démontée en pièces détachées. On assure la maintenance, on remonte l'usine et les 6 autres mois, on va couper la canne à sucre et on va produire le sucre. Mais dans ces 6 mois-là, ils produisent le sucre pour 12 mois qu'ils stockent. Donc, ils entreposent permettez-moi la tautologie, qu'ils stockent dans leurs entrepôts. Et ils peuvent vendre, et ils vendent ce sucre au Congo et au-delà du Congo. Est-ce qu'on a appris qu'il y a eu pénurie du sucre au Congo? Mais c'est géré par des Blancs, la Somdia, jusqu'à aujourd'hui. Ce que donc la SNPC n'arrive pas à faire, c'est-à-dire assurer les réserves au cas, par exemple, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, la raffinerie est en pleine maintenance, mais cela ne justifie pas qu'il manque du carburant. Alors, puisqu'on parle de la SNPC, je voulais un peu savoir que viennent faire les traders dans ce circuit d'exploitation du brut congolais, puisque la SNPC était supposée normalement assurer toutes ces transactions-là. Oui, mais M. Christelle Sassou Nguesso, qui était directeur général de la VAL, donc chargé de vendre le pétrole du Congo, à Londres, à Singapour et à Genève, ben, ils ont fait couler la Cotrade. Ils l'ont fait couler. C'est-à-dire, partout où il est passé, il n'a pas été à la hauteur de la tâche, déjà. En plus, nous avons Lucien Ebata, qui joue 2 rôles, 3 rôles même. Il va négocier les montages financiers tout à l'heure, là, ça vient à point nommé de la question que vous avez posée auparavant. Il est donc dans cet entourloupe où on va chercher, s'il y a un projet, les financements par des montages complexes et ils s'en vantent. Hein. Vous allez sur leur site, vous verrez. Nous avons réussi à faire la levée de fonds pour la SNPC et le Congo à hauteur de 450 millions de dollars. Et qui ont servi à quoi? À rien du tout. Quel ouvrage ils peuvent nous citer aujourd'hui? Les stades de football comment on appelle, à Brazzaville, là, comment vous appelez ça? De Kintele ou de Caï, qui joue là-bas? Qui travaille là-bas? Mais Kintele, c'est un prêt, je crois, turc mais que le Congo avait contracté. Que ce soit Kintele ou pas, je vous ai fait étalage de la litanie des dettes que l'État a vis-à-vis. Ce sont des infrastructures qu'on appelle éléphants blancs aujourd'hui. Monsieur qui n'auront servi est-ce que réellement l'argent du pétrole transite par le trésor public? Ça, c'est une autre grande question. À mon avis, non, parce que le trésor ne suffirait pas à contenir tout cet argent. Peut-être parce qu'ils n'ont pas un coffre assez conséquent, mais il y a la Banque centrale. Aujourd'hui, l'argent du Congo va même à la banque postale au lieu d'aller au trésor. Vous voyez? Donc, c'est comme pour vous dire que notre pays est très, très, très mal géré. Les décisions de gestion de tout un État entre les mains d'un groupe de bandits fait que le pays est otage. Il faut le libérer. Le pays est otage. En tout cas, l'audit du pétrole congolais donnera du tournis aux fossoyeurs des données publiques de l'État et aussi à ceux qui auront la charge de pouvoir le faire parce qu'il y a encore beaucoup à apprendre là-dedans. Hein. Aujourd'hui, le pétrole se vend bien, on commence à payer les sociétés, la dette intérieure. Ils payent, par exemple, tous ceux qui ont des factures allant de 0 ou de 1 euro, de 1 franc CFA à 10 millions. Mais quand vous voyez la liste des sociétés
vous pourrez en rire parce que c'est des sociétés qui n'existent pas ou qui n'existent même plus et qui n'ont pour bureau que leur mallette. L'État est en train de donner l'argent. Là encore, c'est rien. Mais quand arrivera le Évidemment, tour... non, mais ça me rappelle la route imaginaire dont parle souvent Clément Mirassa. Tout à fait. Alors, mais revenons sur l'économie congolaise, parce que là, je me rends compte que Mais ça aussi, ça fait partie de l'économie oui, le congolaise. pilier qui nous est resté, donc le pilier qui est resté pour le Congo, c'est bien le secteur du pétrole. Mais là encore, Ouais. on se rend compte qu'il y a vraiment des problèmes, des sérieux problèmes. Mhm. Alors, comment faire pour se passer du pétrole? Pour se passer du pétrole, il y a plusieurs leviers. Le premier levier que moi je vois, c'est il faut réduire les effectifs des fonctionnaires. Il faut faire la lumière sur la gestion de la fonction publique. 379 milliards de francs CFA pour le budget de la solde ou de la fonction publique, c'est énormissime. Je vous rappelle que quand vous multipliez 12 fois 12, ça vous fait 144 milliards de francs CFA. C'est ce qu'était le budget de la fonction publique en 97. 144. Mais aujourd'hui, il est de 300. Donc, il a été multiplié par 3. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En tout cas, personne ne sait. Mais les 80 000 fonctionnaires qu'il y a dedans, dans les 80 000 fonctionnaires, on trouvera peut-être 60 000 qui seraient fictifs. Donc, il faut faire la lumière là-dedans. Il faut numériser cette fonction publique. Il faut réduire le train de vie de l'État. Il faut assurer la connexion entre les différents ministères avec un système SAP pour que la gestion en soit fluide, y compris la gestion des marchés de l'État et le contrôle budgétaire qui suit derrière. Comme ça, tous les fournisseurs sont répertoriés avec les conditions qui vont avec, les travaux qu'ils réalisent sont suivis, les commandes sont suivies, tout est suivi par un tableau de bord. Même le président de la République, dans son bureau, peut appuyer sur un bouton, il a tous les éléments. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Deuxième levier, nous avons la terre. Donnons la terre aux nationaux. Organisons-nous en trust, c'est-à-dire entre les jeunes désœuvrés, les propriétaires fonciers, les populations villageoises, l'État et les investisseurs éventuels, constituons-nous en trust où 51% reviendraient aux nationaux, y compris l'État, et 49% aux étrangers. Plantons, pêchons, faisons tout ce qui est lié à la terre et à l'eau, apportons notre production au niveau des ceintures de logistique autour des grandes villes, comme Brazzaville, comme Dolisie, comme Pointe-Noire, parce que nous avons 100 districts et 32 arrondissements au Congo. Donc, si on se déploie sur l'ensemble des 100 districts et des 32 arrondissements, on aura développé le Congo. Autour, donc, ces gens qui s'organiseraient en trust seraient actionnaires sur toute la filière. Donc, dans les plantations ou dans l'élevage ou dans la pisciculture, pourquoi lui, j'ouvre une parenthèse, pourquoi lui seul est éleveur? Il est allé prendre les Tchadiens pour lui créer un ranch dans son village avec l'argent de l'État. Il ne peut pas donner la possibilité à d'autres Congolais de bénéficier de ses faveurs. Pourquoi seulement lui? Il y a seul aussi, il faut dire que lui seul aussi est agriculteur parce qu'il a même un champ de maïs que j'ai vu sur les réseaux sociaux, là, un champ de maïs sec. Aucune banque au Congo ne donne le crédit aux gens. Donnons du crédit aux jeunes constitués, aux familles. Et dans ce crédit, ils auraient le logement, ils auraient l'éducation, la santé, donc, comment on appelle, la mutualisation de la santé. Ils auraient le transport par bus, c'est-à-dire des abonnements qu'on signerait avec la famille pour transporter les enfants à l'école. Monsieur qui doit aller au travail, il prend le bus. Mais un bus propre, pas les 500, qui n'existerait plus d'ailleurs, pour rebâtir ce Congo-là. C'est possible. Donc, il faut remobiliser donc, le secteur tertiaire qui est aujourd'hui en décrépitude en donnant
du travail à tout le monde et en enregistrant toutes ces familles-là au niveau du guichet unique. Et en plus... Et vous pensez que le Congo a les moyens pour assurer tout cela? Ah oui, mais tout ce qu'on est en train de vous citer là, c'est de l'argent, non? S'ils ont le courage de ramener les 100 000 milliards qu'ils ont planqués à l'extérieur, vous ne voyez pas qu'on peut organiser le Congo avec? Quitte à ce qu'ils soient hommes affairistes, en respectant les normes qui peuvent être établies. Ils peuvent avoir la faveur de la population et qu'on leur dise, bon, c'est vrai, vous avez volé, mais vous avez investi dans le pays, on va avec, pourquoi pas? Vous comprenez? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, autour des grandes villes, on aurait donc des ceintures logistiques, mais on aurait aussi des ceintures agroalimentaires pour transformer tout ce qui irait vers le pourrissement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en ce moment-là, on peut mettre à la disposition de la population toutes les denrées dont on a besoin et on crée une chaîne de commerce hiérarchisée en partant de ce qu'on appelle les BCM, qu'on appelait les BCM à l'époque, qu'on donnerait aux familles, ou des familles qui se constitueraient 20 familles, par exemple. On leur donne une supérette ou un supermarché ou un hypermarché. C'est-à-dire, dans un quartier, on peut avoir 10 BCM, on peut avoir un supermarché, et dans un arrondissement, on peut avoir un hypermarché. Si vous avez 4 arrondissements dans la ville, ça vous fait 4 hypermarchés. Je vous rappelle que nous avons 100 districts et 32 arrondissements. Si je vous prends l'exemple de Zanaga, à Zanaga, les éléphants vont détruire les plantations des populations. Si on crée un parc pour protéger ces éléphants et un site touristique, ça donnerait du travail aux jeunes là-bas. Mais on peut aussi libérer, et ça libérerait l'espace de planting des denrées alimentaires de ces populations. Mais on peut organiser ces populations en leur apportant le logement, en leur apportant d'abord le crédit, soutenu par le logement, et tout ce qui va avec, la santé, l'éducation des enfants, le transport. Et ces gens-là se constitueraient en trust ou en coopérative pour apporter ce dont la ville a besoin pour pouvoir se nourrir. Vous ne voyez pas que ça apporterait une certaine valeur ajoutée et à l'État et aux populations? Alors, Monsieur Alphonse Maboussou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va donc avancer. Nous avons encore 2 petites questions à vous poser. Oui. Alors, puisque nous parlons de l'économie, qui compte beaucoup d'ailleurs dans le bilan des 62 ans d'indépendance du Congo-Brazzaville. Alors, selon Isidore Mvouba, vous le connaissez, c'est le président de l'Assemblée nationale du Congo. Il était sur un plateau de télévision où nous posait la question de parler du bilan du Congo de ses 62 ans. Sa réponse, en substance, il a dit avant Sassou Nguesso, il n'y avait rien. Quelle analyse faites-vous de cette réponse? Après Sassou Nguesso, il n'y aura rien aussi. C'est ce que ça veut dire. Si avant lui, il n'y avait rien, après lui, l'histoire va s'arrêter. Puisqu'avant lui, il n'y avait pas d'histoire. Donc, après Sassou Nguesso, l'histoire va s'arrêter. Non, ça dit que ça justifie même la bêtise des intellectuels, de ceux qui se disent intellectuels congolais, qui ont été dans les écoles et puis qui raisonnent comme ça, simplement parce qu'ils ont l'épée de Damoclès sur leur tête. Ah, attention à ce que je dois dire, sinon. C'est gênant. Moi, je ne me reconnais pas de cette éducation ni de cette instruction pour que je puisse accepter ce genre d'assertion, parce que c'est pas digne, c'est pas digne. Mais l'histoire du Congo sera réécrite. Même si le Congo est muselé aujourd'hui, son histoire sera réécrite. Malheureusement, peut-être que je ne serai pas là aussi, mais eux non plus ne seront plus là lorsque leurs enfants rendront des comptes de ce qu'ils sont en train de prendre comme disposition dans le cas de la parentocratie aujourd'hui pour prétexter, pérenniser la logique pécétiste. Mais ça aura une fin. D'où viendra la révolte? Personne ne sait. Comment ça se passera? Personne ne sait. Mais ça va arriver.
Oui, vous avez dit ça va arriver. C'est la toute dernière question, Monsieur Alphonse Maboussou. En quelques deux mots, je souhaiterais que vous nous répondiez en deux mots. Quand on vous pose la question de savoir comment va l'économie congolaise actuellement, votre réponse c'est quoi? Avant de répondre à votre question, je peux peut-être conclure en disant que, en paraphrasant John Locke, je dirais qu'il n'y a pas d'État, il n'y a que d'hommes dans l'État. Donc les crimes de tous ordres dont sont l'objet M. Sassou Nguesso et sa bande, ce n'est pas l'État congolais qui les a ordonnés, mais plutôt une bande de criminels, un cartel de mafieux. Comme ce fut le cas Vous en les appelez carrément, 1971, c'est un cartel alors, c'est un cartel de c'est mafieux. pas un Comme ce gouvernement. fut le cas de 1991 à 97, les Congolais finiront bien par rebâtir un nouveau Congo où sera effacée la sombre histoire du règne du dictateur national. L'effort de tous les Congolais sur les 100 districts et les 32 arrondissements, comme je venais de le dire tout à l'heure, et ceux de la diaspora, est vivement sollicité pour arriver à cette fin. Maintenant, pour répondre à votre question, Oui, comment se je porte dirais l'économie congolaise? simplement que l'économie congolaise est moribonde. L'économie congolaise est moribonde, vous avez dit. Merci, Monsieur Alphonse Maboussou. C'est par là que nous mettons terme à cette émission. Je rappelle que vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière. Vous êtes aussi membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, merci d'avoir disposé tout ce temps pour nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en tout cas, merci de nous avoir consacré à votre attention aujourd'hui, votre temps pour nous suivre. Likez, partagez. Ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur Télar TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenus de nos prochaines émissions. On se dit donc à très bientôt. Merci.